Bonjour, c'est Dr Boumali. Je suis assistante en neurologie, service professeur Ali Bacha, CHU Mustapha. Je vais vous présenter aujourd'hui les paraplégies flasques aiguës. Alors, on va laisser les questions à la fin. Alors, comme introduction, il faut savoir que les paraplégies, c'est une paraplégie complète des deux membres inférieurs à un niveau qui est inférieur à T1. Alors que les tétraplégies, c'est une paralysie des quatre membres à un niveau supérieur à T1. Les plégies signifient motricité nulle, alors que les parésies signifient un déficit qui est incomplet. Une paraplégie aiguë ou d'installation rapide, qui est non traumatique, paralysie qui s'installe en quelques heures à quelques semaines, généralement moins de 1 mois, elle représente une urgence diagnostique et thérapeutique. Elle peut être symptomatique d'une atteinte centrale médulaire ou d'une atteinte périphérique. L'atteinte centrale médulaire, alors le plus important c'est les myélites, qui est une inflammation de la moelle spinale ou peut être liée à d'autres lésions de la moelle. L'atteinte périphérique, alors elle est liée à l'atteinte du corps cellulaire du motoneurone périphérique, à ses racines, les plexus ou les troncs nerveux. Au chef de lieu, on a les polyradiculonévrites aigus ou syndrome du Guillain-Barré. On peut avoir aussi le syndrome de la queue de cheval. L'interrogatoire va préciser le mode de début, qui peut être aigu, suraigu, subaigu, les circonstances déclenchantes, la notion de douleur rachidienne ou radiculaire, et les antécédents généraux du malade. L'examen clinique va rechercher un niveau lésionnel correspondant au dernier métamersin. On cherche un niveau moteur, comme on cherche un niveau sensitif. Le niveau moteur, qui est le segment médulaire le plus bas, donc la fonction motrice est normale, de façon bilatérale. Alors que le niveau sensitif est le segment médulaire le plus bas, ayant une fonction sensitive normale, bien sûr toujours de façon bilatérale. Il faut par ailleurs apprécier le déficit moteur ou sensitif. Il faut examiner le tonus et les réflexes, le choc spinal, la spasticité, le Babinski et les réflexes cutaneux abdominaux. Et il faut monitorer les fonctions vitales, ce qui est température, tension artérielle, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire et appareil digestif. Alors, la sémiologie, il faut rechercher les signes associés à la paraplégie, les troubles sensitifs objectifs, les troubles du tonus, les réflexes ostéotendineux, les troubles sphinctériens et les troubles dysautonomiques. Pour les troubles sensitifs objectifs, ça va nous orienter vers un niveau sensitif dans la myélite et rechercher l'anesthésie en selle dans le syndrome de la queue de cheval. Les troubles du tonus, alors on a un tonus qui est diminué ou exagéré dans la myélite selon le stade, à myélite aiguë ou à un stade ultérieur. Ils sont diminués dans le syndrome de la queue de cheval et le syndrome de Guillain-Barré, c'est-à-dire dans les atteintes périphériques. Les réflexes ostéotendineux, ils sont ou bien aboulis, exagérés avec signe de Babinski dans la myélite. Ils sont diminués ou aboulis dans le syndrome de la queue de cheval et le syndrome de Guillain-Barré, ce qui permet de faire la différence entre atteinte centrale et périphérique. Les troubles sphinctériens dans la myélite et syndrome de la queue de cheval. Les troubles dysautonomiques, ils se retrouvent dans le syndrome de Guillain-Barré. Les examens complémentaires, alors on a l'IRM médulaire dans les atteintes centrales, comme on a déjà évoqué les myélites, ou autres causes comme une compression médulaire, un hématome ou une hernie, d'accord. Et on a l'électromyographie dans les atteintes périphériques, que ce soit au niveau racine ou tronc nerveux. La ponction lombaire, elle va étudier le LCR, c'est-à-dire la cytobactério, et étude la protéinorachie avec glucorachie.
Ça va nous aider par étayer les diagnostics inflammatoires, infectieux, autres. Les bilans biologiques. Alors, on va rechercher une cause inflammatoire, métastatique ou hématologique. C'est-à-dire qu'il faut étayer le bilan biologique à la recherche étiologique. Paraplégie flasque aiguë. C'est une installation qui est soudaine d'un déficit moteur avec hypotonie, sans cause évidente, c'est-à-dire que c'est pas post-traumatique. Les lésions siègent au niveau de la moelle épinière, du motoneurone de la corne antérieure, le tronc nerveux ou la jonction neuromusculaire. Les étiologies, elles sont diverses. On a la poliomyélite, les syndromes de Guillain-Barré, l'hémolyse transverse. On peut avoir aussi des infections à Coxsackie-virus, autres entérovirus ou écovirus. Le programme OMS, alors c'était pour l'éradication de la poliomyélite antérieure aiguë, est un programme élargi de vaccination systématique afin d'élever le taux de couverture vaccinale. C'est un système qui a été mis en place pour dépister tout cas de paralysie flasque aiguë chez les moins de 15 ans. L'Algérie a été déclarée free de polio en 2016. Depuis cette éradication de la poliomyélite, c'est les PRNA, ou polyradiculonévrite aiguë, qui est devenue la principale étiologie des paralysies flasques aiguës. Il faut savoir que les syndromes de Guillain-Barré ou les polyradiculonévrites aiguës ont des risques, des facteurs de risque qui sont auto-immuns. Ils sont associés à généralement une immunisation. Le plus fréquemment, sont précédés par une infection respiratoire ou intestinale. Le déficit, il est progressif, quelques heures à quelques jours. L'atrophie musculaire, elle est minime. Le déficit musculaire, il débute aux extrémités des membres inférieurs. Il est ascendant, d'accord? On va avoir un déficit, une ataxie, on va avoir des paresthésies aussi, avec une progression de la paralysie. La paralysie, elle est symétrique. On peut avoir une atteinte respiratoire, atteinte des fonctions bulbaires aussi. La physiopathologie des paralysies flasques, des paraplégies flasques aiguës est habituellement l'expression d'une atteinte neurologique périphérique, paralytique, qui sont les lésions siégeant sur les motoneurones périphériques au niveau de la corne antérieure de la moelle épinière, les troncs nerveux périphériques ou sur la plaque neuromusculaire. Elle peut parfois être l'expression d'une atteinte médullaire brutale à la phase aiguë. Le motoneurone périphérique comporte un corps cellulaire et un axone. L'axone, à la sortie de la substance grise, il s'entoure d'une gaine de myéline qui joue un rôle capital dans la rapidité de transmission des messages nerveux et donc la réalisation des mouvements. Et on a un prolongement synaptique qui vient au contact des fibres musculaires au niveau de la jonction neuromusculaire. Les troncs nerveux, ils sont constitués de fibres nerveuses entourées de gaines conjonctives. Les fibres nerveuses sont groupées en faisceaux de deux types, myélinisés et amyéliniques. La jonction neuromusculaire, alors elle est faite de la terminaison nerveuse qui vient en contact avec la fibre musculaire par un espace qui est la jonction neuromusculaire. On retrouve les différents récepteurs, notamment récepteurs à l'acétylcholine, récepteurs sodiques, potassiques et calciques aussi. La neuropathologie. Une paraplégie flasque aiguë peut résulter soit d'une atteinte du corps cellulaire du motoneurone inférieur dans le cadre d'atteinte médullaire, poliomyélite ou myélopathie, soit de son trajet au sein des nerfs périphériques, polyneuropathie, ou encore au niveau de sa terminaison, la portion présynaptique de la jonction neuromusculaire. Les polyneuropathies, PRNA, la lésion initiale porte sur le neurone ou la cellule de Schwann. On distingue les neuropathies axonales ou axonopathies et les neuropathies démyélinisantes ou myélinopathie. Au niveau des schémas, vous voyez un axone qui est normal,
Alors, on a une démyélinisation, deuxième photo, ou on voit une remyélinisation. La démyélinisation segmentaire au cours du syndrome de Guillain-Barré, consécutive d'une fibre myélinique provenant d'un patient ayant on a une photo qui représente, alors on a une fibre nerveuse et on voit la myéline. Alors parfois on la voit, parfois on la voit pas. C'est un phénomène de démyélinisation. Les espaces clairs, c'est là où il y a une démyélinisation. Et où là où il y a c'est gris, là c'est la myéline. Atteinte de la jonction neuromusculaire. Certains toxiques, il faut savoir que certains toxiques, médicaments bloqueurs des canaux calciques, les venins de serpents ou d'araignées, ils peuvent être en cause d'une paralysie aussi. La toxine botulique, elle agit sur les vésicules d'acétylcholine en empêchant leur libération dans la fente synaptique, ce qui explique le bloc présynaptique. Par conséquent, une paralysie. Les myélopathies, alors on observe au cours des myélopathies aiguës une nécrose aspécifique qui intéresse la substance grise et la substance blanche. Elle prédomine généralement sur la dernière. Cette nécrose n'est pas limitée à un territoire artériel. Il détruit les corps cellulaires, les axones et la myéline. Alors pour la démarche diagnostique devant une paralysie flaccide aiguë, il faut débuter toujours par un interrogatoire, les antécédents du patient, il faut vérifier sa vaccination pour les enfants, rechercher un épisode infectieux au préalable, fièvre, syndrome grippal, diarrhée, notion d'arrêt de la marche ou pas, au bout de combien de temps, les troubles sphinctériens sont associés ou pas, et la notion de douleur neuropathique, crampes musculaires ou paresthésie. L'examen clinique, on cherche une atteinte neurogène périphérique, une atteinte myopathique, syndrome de compression médulaire au stade aigu et apprécier les constantes vitales, ce qui est important. Les examens complémentaires, on passe par une ponction lombaire, électromyographie ou un tableau périphérique, l'imagerie par résonance magnétique, alors super une atteinte médulaire ou la queue de cheval. Les étiologies des paralysies flaccide aiguës, alors en général, il faut savoir qu'il y a les maladies de la corne antérieure, il y a les maladies du nerf périphérique, les maladies de la transmission neuromusculaire et les myopathies. Alors, les maladies de la corne antérieure, on a les amyotrophies spinales infantiles et la poliomyélite. Les maladies du nerf périphérique, neuropathie héréditaire sensitivo-motrice, les polorédiculonévrites aiguës post-infectieuses ou Guillain-Barré, le botulisme, paralysie faciale à frigore, par exemple, dans les formes atteintes qui est limitée à un tronc nerveux, les maladies de la transmission neuromusculaire, myasthénie, et les myopathies. La poliomyélite antérieure aiguë. Le diagnostic positif de poliomyélite antérieure aiguë repose sur des critères précis qui sont d'ordre clinique, électromyographique, biologique et épidémiologique. Les critères de diagnostic, alors les critères cliniques, c'est les paralysies aiguës, flasques, asymétriques, accompagnées de fièvre, sans troubles sensitifs objectifs, avec des amyotrophies résiduelles au-delà de 60 jours. L'EMG, alors on retrouve des stigmates de dénervation évocateurs d'une atteinte de la corne antérieure, de la moelle épinière, avec des vitesses de conduction motrice et sensitive qui sont normales et des latences dissales qui sont normales. Il y a la part des choses entre l'atteinte de la corne antérieure et l'atteinte type Guillain-Barré, par exemple, dans les formes d'atteinte de polyradiculoneuropathie. Le LCR, on trouve un profil type méningite virale, liquide clair, avec la protéinorachie et cellularité, type lymphocytaire. Les selles, alors dans les selles, on va isoler le virus. Et pour les critères épidémiologiques, alors on cherche un cas de confirmé de poliomyélite antérieure aiguë dans l'entourage à proximité. Les critères cliniques, alors on a dit que c'est un début brutal avec fièvre, céphalée, vomissement, diarrhée avec parfois un syndrome méningé. Les douleurs musculaires pendant les premiers jours de la maladie. Les paralysies s'installent rapidement en 1 à 3 jours. Elles sont flasques, aréflexiques,
amyotrophiantes. Ces paralysies, elles persistent au-delà de 60 jours et sont toujours asymétriques. Les muscles les plus touchés sont le deltoïde, le moyen fessier, le muscle quadriceps et le triceps sural. La topographie du déficit moteur chez l'enfant de moins de 5 ans, le plus fréquemment déficit d'un membre inférieur. Entre 5 et 15 ans, on a une paraplégie flasque asymétrique ou déficit d'un membre supérieur. Chez l'adulte, on trouve généralement une quadriplégie flasque asymétrique. Le risque essentiel est l'atteinte de la fonction respiratoire. Paralysie des muscles intercostaux et diaphragmatiques, paralysie pharyngée et laryngée, entraînant des troubles de la déglutition et de la phonation, paralysie des muscles de la sangle abdominale, rendant la toux inefficace, ou atteinte des centres de commande respiratoire, rendant la respiration irrégulière ou périodique. L'EMG, par contre, lui, alors on trouve dès l'installation des paralysies, on note des stigmates EMG de dénervation évocateurs d'une atteinte de la corne antérieure de la moelle épinière avec des vitesses moteurs sensitives normaux et des latences distales normales. Alors, il faut savoir que pour les étapes diagnostiques différentielles doivent s'organiser de manière rationnelle sur la base des données de l'ANAPAD. C'est-à-dire, on passe d'une atteinte corticale, faisceau-pyramidale, atteinte de la corne antérieure et atteinte périphérique jusqu'à la jonction neuromusculaire. Les paralysies par atteinte du système nerveux périphérique, ces paralysies sont flasques, hypotoniques et le resteront toujours. Par contre, les paralysies par atteinte du système nerveux central, faisceau-pyramidal, elles peuvent pendant une phase transitoire être flasques, mais passeront vite à la spasticité. La moelle épinière libérée de son contrôle cortical fonctionne de façon autonome. À la phase aiguë, on a une qui est flasque. Après, on va avoir une libération de la moelle et installation de la spasticité. En second lieu, les paralysies flasques subaiguës ou chroniques qui peuvent poser un problème diagnostique différentiel avec une poliomyélite antérieure aiguë, lorsque les données anamnéstiques concernant l'âge de début et l'évolution de la maladie ne peuvent pas être précisées par l'entourage, chez un sujet jeune, un enfant. Ça peut poser parfois problème. Alors, il faut savoir, alors, le schéma présent, alors, il explique différents types de paraplégie flasque aiguë. Alors, les paralysies flasques aiguës strictes, c'est les poliomyélites antérieures aiguës, les PRNA, les paralysies plexuelles et les paralysies tronculaires. Elles touchent le système nerveux périphérique. Les paralysies aiguës transitoirement flasques, c'est par atteinte du système nerveux central, dans les myélises transverses et les lésions encéphaliques. Les paralysies flasques subaiguës chroniques, elles touchent le système nerveux périphérique, le muscle ou la jonction neuromusculaire. Alors, au cours de l'atteinte, au cours des formes les paraplégies flasques aiguës strictes, sont celles qui doivent faire l'objet de toute notre attention. C'est des tableaux cliniques évocateurs d'une poliomyélite antérieure aiguë, les polyradiclonévrites aiguës, les atteintes du plexus brachial ou lambosacré et les paralysies tronculaires. Les polyradiclonévrites aiguës idiopathiques type syndrome de Guillain-Barré ou bien en rapport avec une mononucléose infectieuse, une maladie de Lyme, une infection HIV, une infection par CMV ou une diphtérie. Elles donnent généralement un tableau de polyradiclonévrite aiguë. Pour les paralysies tronculaires, type paralysie aiguë du nerf, par exemple radial, cubital, médian, ou bien une paralysie du nerf grand sciatique par injection intramusculaire. On peut avoir une paralysie d'un membre. Alors on passe à paralysie aiguë transitoirement flasque, alors qui font passer de la flaccidité à la spasticité. Dès la deuxième semaine après, en général, à la deuxième semaine, on va installation de la spasticité. Il s'agit des myélites transverses d'origine infectieuse ou inflammatoire, l'existence de troubles sphinctériens et d'un niveau sensitif, d'un signe d'Abameski va orienter vers une atteinte des voies longues médulaires, faisceau pyramidal et cordon postérieur. Pour le cercle périphérique, on a les formes qui sont
sur un mode subaigu ou chronique. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas aigus. Mais on a dit que parfois, le diagnostic, quand il n'est pas orienté par un interrogatoire chez un enfant jeune, ça peut parfois poser un problème. Il peut s'agir par exemple d'un enfant âgé scolaire, porteur d'une myopathie génétique, par exemple maladie de Duchenne, ou d'une neuropathie génétique comme CMT, ou d'un syndrome myasthénique congénital, qui perd brutalement la marche suite à une grippe ou à une infection aiguë intercurrente. La personne qui vous la présente, il affirmera en toute bonne foi qu'il s'agit d'un enfant qui marchait et qui brutalement ne marche plus. Un examen clinique soigneux mettra en évidence les stigmates d'une affection musculaire ou neuropathique ancienne, l'évolution ayant abouti à la perte de la marche et de l'autonomie. C'est l'intérêt d'un bon interrogatoire et d'un examen soigneux. Le syndrome de Guillain-Barré, qui est devenu après la poliomyélite antérieure aiguë, c'est une polyradiculoneuropathie inflammatoire aiguë ou subaiguë rapidement extensive, en général moins d'un mois, d'origine auto-immune, généralement suite à une infection virale. C'est la principale cause de paralysie aiguë généralisée. Alors, on trouve généralement un facteur déclenchant dans 2/3 des cas. Ça peut être un agent infectieux ou autre. Alors, l'agent infectieux, on le trouve généralement 60% des cas. 40% des cas, on ne trouve rien. Alors, l'infection générale virale, on a les CMV, l'Epstein-Barr virus, l'hépatite B et C, les virus influenzae. Actuellement, avec le Covid, on trouve aussi des cas de pRNA post-Covid. Des bactéries, on a le mycoplasme, Campylobacter jejuni, alors ça peut être certains, on a des diarrhées. Autre, on peut avoir une vaccination, une sérothérapie, une intervention chirurgicale ou une grossesse. Et comme j'ai dit, il y a 40% des cas, on trouve aucune cause. La lésion fondamentale, c'est une démyélinisation aiguë disséminée le long du système nerveux périphérique. Alors, la paraplégie, elle est flasque, avec hypotonie, aréflexie. L'évolution, elle est ascendante. Plus ou moins, on peut avoir une diplégie faciale et des troubles sensitifs. La ponction lombaire, on trouve une dissociation albuminocytologique avec une protéinorachie élevée, supérieure à 0,6 g par litre, et pas de réaction cellulaire. C'est-à-dire on a moins de 10 éléments par millimètre cube. C'est-à-dire il y a une dissociation entre une hyperprotéinorachie avec une cellularité normale. Elle peut être absente au début. Ça veut dire quand on fait une PL précocement, parfois le premier jour, elle peut être normale. L'EMG va détecter une atteinte démyélinisante. Parfois, elle peut être axonale. Alors, le tracé, il est neurogène, avec des vitesses de conduction motrice qui sont ralenties et la latence distale qui est allongée. Parfois, on peut trouver des blocs de conduction. L'évolution, elle se fait en 3 phases. Phase d'extension, entre 1 à 4 semaines. Phase de plateau, 1 à 3 semaines. Et phase de récupération qui se fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il faut savoir évaluer les signes de gravité qui indiquent généralement transfert en réanimation, qui sont les troubles bulbaires, on recherche troubles de la déglutition, les troubles respiratoires avec paralysie des muscles respiratoires, une toux faible, les troubles dysautonomiques avec troubles du rythme, tachycardie, bradycardie, avec risque d'arrêt cardiaque, une instabilité de la tension artérielle, hypotension ou hypertension et des troubles vasomoteurs, type sueur, hypersécrétion bronchique et salivaire, qui sont des signes d'urgence et de ultime gravité. Alors, il faut savoir qu'il y a des variantes cliniques au syndrome de Guillain-Barré, dehors de la forme typique, type de myélisante. On a des syndromes de Miller-Fisher qui représentent 5% des polyradiculoneuropathies aiguës. Ils associent ophtalmoplégie, ataxie proprioceptive, plus aréflexie tendineuse. On trouve généralement les anticorps anticangliosides chez Q1B. Les formes axonales sont
50% des polyradiculoneuropathies aiguës. Ils sont plus sévères parce qu'on atteint de l'axone avec des séquelles plus fréquentes. Il existe des formes motrices pures et des formes sensitivo-motrices. Les formes sensitives pures, elles sont rares aussi. Alors, on n'a que des paresthésies distales avec engourdissement et aréflexie, l'atteinte prédominante des grosses fibres myélinisées et le potentiel évoqué sensitif et vitesse de conduction sensitive sans atteinte, avec des vitesses de conduction motrice qui sont normales à l'EMG. C'est-à-dire là, on a un tableau qui est purement sensitif, avec un EMG qui évoque une atteinte qui est des atteintes des fibres nerveuses sensitives. C'est-à-dire là, une atteinte des potentiels évoqués sensitifs et des vitesses qui sont atteintes, mais le moteur, les vitesses de conduction motrice, elles sont normales. Les points de dysautonomie aiguë idiopathique, on a une atteinte limitée aux fibres du système nerveux végétatif avec une intégrité relative des fonctions sensitives et motrices. C'est une forme végétative pure. La forme avec atteinte du système nerveux central, on a le syndrome de Bickerstaff avec atteinte de type encéphalitique. Le traitement spécifique se fait en urgence, hospitalisation en service de réanimation si nécessaire. Le traitement doit être initié le plus précocement possible pour améliorer le pronostic vital et fonctionnel. Alors, il va réduire aussi la durée d'hospitalisation et favorise la récupération. Alors, qu'est-ce qu'on a comme type de traitement? On a l'échange plasmatique et les immunoglobulines. Alors, on peut choisir l'un ou l'autre. Ils sont d'efficacité équivalente. Alors, il faut savoir que les immunoglobulines, on donne à dose de 0,4 grammes par kilo par jour et pendant 5 jours. Le syndrome de la queue de cheval. Alors, le syndrome de la queue de cheval, c'est une paraplégie ou paralysie avec déficit moteur segmentaire en fonction des racines atteintes. Alors, on a à partir de L2, où il y a la formation de la queue de cheval. L'anesthésie en selle, on la retrouve. L'hypotonie et les réflexes qui sont diminués ou abolis. L'étiologie, on peut trouver une compression par hernie discale, des tumeurs ou atteintes inflammatoires. Le traitement, il est chirurgical. Alors, le diagnostic, on le pose avec l'IRM médullaire qui va nous montrer la lésion en cause et l'EMG qui va objectiver une atteinte multiradiculaire. Alors, la myélite, on a une paraplégie aiguë, un déficit sensitif sous-lésionnel, avec un niveau sensitif le plus souvent dorsal, une hypotonie ou une hypertonie. Les réflexes sont abolis au début, puis exagérés avec signe de Babinski. Les troubles sphinctériens sont persistants, rétention urinaire ou incontinence fétale. Les étiologies, en premier lieu, on trouve inflammatoires, comme sclérose en plaques, peuvent être infectieuses, virales, bactériennes, parasitaires, idiopathiques. Actuellement, avec le Covid aussi, on peut trouver des myélites. Le traitement, il est en fonction de l'étiologie. Alors, le diagnostic, il est posé par une IRM médullaire, plus ou moins cérébrale. La ponction lombaire va nous donner le profil immunologique du SCR, atteinte méningée, hypercellularité. Alors, on a là un tableau récapitulatif pour faire les différences entre caractères cliniques distinctifs de la myélite, le syndrome de la queue de cheval et les polyradiculoneuropathies aiguës, le syndrome de Guillain-Barré. Alors, il faut savoir, pour les troubles moteurs, on a une atteinte, une paraplégie dans les 3 cas. Pour les troubles sensitifs, on a un niveau sensitif dans la myélite. Dans la queue de cheval, on a une anesthésie en selle. Dans les polyradiculoneuropathies ou syndrome de Guillain-Barré, on peut avoir des paresthésies ou des fourmillements qui peuvent être dans 4 membres. Ou parfois, membres inférieurs seulement. Le tonus, il peut être diminué ou exagéré dans la myélite. Il est diminué dans la queue de cheval et il est diminué dans le syndrome de Guillain-Barré. Les réflexes, ils sont abolis puis exagérés avec Snupapelski dans la myélite. On a dit que la phase aiguë, ils sont abolis. Après, on va avoir une exagération des réflexes. Ils sont diminués ou abolis dans le syndrome de la queue de cheval, alors qu'ils sont abolis dans le syndrome de Guillain-Barré. Les troubles sphinctériens, ils sont persistants dans la myélite.
aussi dans la queue de cheval, mais ils sont absents ou transitoires dans un syndrome de péloradiculoneuropathie. La dysautonomie, on la retrouve le plus dans le syndrome de Guillain-Barré, plus ou moins dans les myélites, selon le niveau d'atteinte, et ils sont absents dans le syndrome de la queue de cheval. Alors, on va présenter un cas clinique. Un monsieur B, il est âgé de 29 ans, sans antécédent particulier. Il a fait une infection Covid-19 2 semaines avant les troubles. On a une installation aiguë de paresthésie, fourmillement, douleur radiculaire, plus faiblesse musculaire aux membres inférieurs. L'évolution symétrique et ascendante, avec atteinte de membres supérieurs après quelques jours. L'examen neurologique objectif un déficit moteur des membres inférieurs, côté à 3 en distal et 4 en proximal. Les réflexes ostéotendineux sont abolis aux 4 membres, avec absence de troubles sphinctériens. Alors, si vous vous rappelez de différents tableaux cliniques, des différentes atteintes qu'on a évoquées, vous pouvez parler d'un syndrome neurologique périphérique associant à atteinte des racines et des troncs nerveux. Sans atteinte respiratoire, bulbaire ou dysautonomique, ça veut dire qu'il n'y a pas de signe de gravité. On va demander un EMG au premier lieu, avec ponction lombaire. On a dit parce que c'est une atteinte périphérique. Là, vous voyez l'EMG, on a une atteinte qui est sensitivo-motrice à prédominance démyélisante. Vous allez avoir, vous voyez ici, on a des latences distales qui sont allongées avec un aspect qui est allongé du potentiel évoqué. La ponction lombaire, j'ai fait une protéinorachie à 2,7 grammes par litre avec 8 éléments cellulaires. C'est-à-dire là, on est devant une dissociation albumino-cytologique. Qu'est-ce qu'on propose comme traitement? Il faut savoir qu'il faut hospitaliser le malade, bien sûr, en service froid, à proximité d'une unité de soins intensifs, parce que même s'il n'y a pas d'atteinte respiratoire, parfois le malade il peut s'aggraver, parce qu'on est toujours dans la phase d'ascension. Les immunoglobulines, on va les proposer pendant 5 jours, avec amélioration notable et réapparition des réflexes ostéotendineux. La rééducation fonctionnelle, elle est de mise. Cas clinique numéro 2, on a monsieur R, il a 17 ans, il est tabagique. Depuis 1 semaine, il présente une faiblesse musculaire aux membres inférieurs avec des douleurs type radiculaire et rétention urinaire ayant nécessité un sondage. Devant quel syndrome sémiologique clinique, quelle orientation diagnostique et quel examen demandé? Alors, bien sûr, on est devant un syndrome médulaire aigu, comme on a déjà présenté le tableau clinique d'un syndrome médulaire aigu, avec un syndrome lésionnel, douleur de type topographie radiculaire, un syndrome sous-lésionnel, souffrance des voies longues médulaires, avec un syndrome pyramidal et troubles sphinctériens. Mais on a un steppage aussi. Alors, la cause centrale par lésion médulaire qui est liée à atteinte du cône terminal et une cause périphérique par lésion de la queue de cheval. Quel examen demander? Bien sûr, on doit demander une IRM médulaire et un électromyogramme. L'IRM médulaire a objectivé un hypersignal du cône terminal avec atteinte des racines, qui explique l'atteinte centrale et périphérique chez notre malade. Il faut savoir que l'EMG, il a objectivé atteinte des racines L2, L3, L4, L5 et S1 des 2 côtés membres inférieurs. Le bilan étiologique, il faut étaler un bilan standard, vitamine B12, ponction lombaire qui était normale, avec une protéinorachie inférieure à 0,6, et cellularité négative, et glycorachie à 0,6 g par litre. Absence de bande oligoclonale, une sérologie négative, une IRM cérébrale qui était normale, des anticorps anti-NMO et MOG négatifs, des potentiels évoqués normaux, un bilan parapnéoplasique qui était négatif, le diagnostic de myéloradiculite inflammatoire idiopathique a été retenu. Le traitement était instauré à type de corticoïdes plus immunosuppresseur avec évolution favorable de notre patient. Alors, il faut retenir que
La paraplégie aiguë est une urgence diagnostique et thérapeutique. Elle peut être d'origine centrale, l'ordre de myélite, ou périphérique, le syndrome de Guillain-Barré ou la queue de cheval. Le diagnostic du syndrome de Guillain-Barré reste en premier lieu clinique et il faut toujours évaluer la gravité du syndrome de Guillain-Barré et de certaines myélites cervicales par atteinte respiratoire ou dysautonomique. Un examen neurologique précis permet le plus souvent d'orienter le diagnostic et les examens complémentaires. L'IRM médulaire s'impose au moindre doute ou atypie, c'est présence de signes pyramidaux, persistance de troubles sphinctériens. Le Covid-19 y pensait parce qu'on est en pandémie et la paraplégie aiguë doit être connue et reconnue par tout médecin, généraliste et spécialiste pour une meilleure prise en charge diagnostique et thérapeutique. Car une précocité du diagnostic égale une meilleure efficacité du traitement. Et merci. Alors, on va passer pour les questions. Alors, pour les questions, est-ce qu'il y a des questions? Alors, très intéressant. Merci infiniment pour la présentation. De rien. Alors, on a une question. La plasmaphérèse du SCR, est-ce que ça existe et quelles sont les indications? Alors, la plasmaphérèse, alors on fait la plasmaphérèse au niveau du sang. Actuellement, là, ce qui est disponible, c'est au niveau du sang. Alors, les indications, c'est dans le syndrome de Guillain-Barré, c'est pour éliminer le plus d'anticorps. C'est-à-dire là, on est à la phase aiguë. Il faut essayer d'enlever le plus d'anticorps pour avoir une réponse qui est rapide et efficace. Traitement par les immunoglobulines, comment les prescrire en pratique? Alors, il y a deux questions. Il a proposé pour la plasmaphérèse et l'autre pour les immunoglobulines. Il faut savoir que en théorie, il n'y a pas de consensus disant il faut débuter par tel ou par tel traitement. Parce que voilà, nous en Algérie, en général, on entend parler des immunoglobulines parce qu'il y a moins d'effets secondaires par rapport à plasmaphérèse, c'est moins lourd, moins coûteux, mais il faut savoir que les deux, ils ont une action qui est de diminuer la réponse immunitaire, c'est-à-dire plus pour éliminer les anticorps. Le traitement par les immunoglobulines, comment les prescrire en pratique? Alors, on donne 0,4 grammes par kilo par jour pendant 15 jours. C'est des cures. Alors, on pèse le malade. Alors, on fait des cures chaque jour. On donne 0,4 grammes par kilo. Alors, on donne en général 5 jours. Parfois, on est amené à donner une autre cure, surtout dans les formes sévères, ou basculer vers la plasmaphérèse, ou vice-versa. C'est-à-dire, on commence parfois par la plasmaphérèse et on bascule vers les immunoglobulines. Parfois, on est amené à faire une deuxième cure, 15 jours ou un mois qui suivent la première cure. Alors, bonjour, merci pour la présentation. Je voudrais juste parler sur le traitement du syndrome de la queue de cheval qui n'est pas toujours chirurgical. Alors, le syndrome de la queue de cheval, il faut savoir que c'est une atteinte des dernières racines et c'est une atteinte au niveau du rachis. C'est-à-dire là, en général, on a des anomalies qui sont compressives, que ce soit un hématome, une tumeur ou une hernie. Alors, en général, c'est chirurgical. Alors, si vous parlez syndrome de la queue de cheval dans le cadre d'une polyradiculopathie, par exemple, comme on a vu le malade, il y avait une myélite avec une atteinte radiculaire, là, c'est plus inflammatoire ou infectieux. Ça veut dire qu'il faut traiter selon la cause, selon l'étiologie qu'on a retrouvée. Après une étude du liquide céphalorachidien, les différents bilans, sérologie, bilan inflammatoire, bilan infectieux, selon les résultats. Comme l'autre malade, on avait une myéloradiculite. Ça veut dire il y avait une atteinte de la moelle, le cône terminal, avec inflammation des racines. Ça veut dire qu'on avait l'atteinte qui était centrale et périphérique. On peut la trouver dans une atteinte infectieuse. Comme notre cas, c'était une inflammation idiopathique et on a traité par un traitement
qui combat l'inflammation, c'était des corticoïdes et des immunosuppresseurs. Et pas toujours chez car l'imagerie est dans la moitié des cas est négatif. Oui, c'est ça. Parfois, on ne trouve pas de compression et parfois c'est inflammatoire ou infectieux. La place de l'IRM cérébral est quand l'a demandé. Ah, monsieur Bahnish. Alors, on a parlé de l'IRM cérébral. Alors, c'est plus dans les formes où il y a une myélite inflammatoire. C'est-à-dire, là, on a un malade, un sujet qui a présenté un tableau de paraplégie ou paraplégie. On fait une IRM paraplégie avec un examen orientant vers une atteinte centrale. On fait une IRM médulaire, on trouve des lésions inflammatoires. Il faut compléter par une IRM cérébrale pour étayer le diagnostic étiologique. Ou parfois, on trouve par exemple dans une paralysie flasque, c'est dans un tableau de hémiplégie ou autre, à la phase aiguë, elle peut être flasque, et c'est par exemple un AVC ou un tableau vasculaire aigu, soit hémorragique ou ischémique, on a une hémiplégie qui est flasque aiguë, c'est pas une paraplégie. D'accord, mais dans les autres situations, on a dit c'est pour étayer le diagnostic étiologique. Une autre question. Y a-t-il une indication des corticoïdes dans le traitement de la polyradiculonévrite aiguë? Ah non, on ne donne pas de corticoïdes dans le traitement de la polyradiculonévrite aiguë. En général, on donne, c'est des immunoglobulines ou plasmaphéreses. Merci à tous. À la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup.